Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez bien. Si vous pouvez nous écrire dans le chat peut-être un petit mot, voilà, des emojis, ou savoir si vous nous entendez toutes bien. Ce serait super cool. Ok, trop bien. Margot nous entend, c'est bien. On a déjà une personne qui nous entend. Donc moi, je me présente. Je suis Anne-Cécile Descaillots de Gapian. Et avec Manon de Talk Univers et Clémentine et Jessica de Junon, donc on a Jess avec nous. En fait, on a fait les Self-Love Days pour un peu libérer la parole sur la sexualité et l'intimité au mois de février. Et c'est la seconde édition aujourd'hui. Où nous avons le plaisir d'accueillir Kenza Keller, qui est la fondatrice donc, de To All the Mamas, et elle va nous en parler bien plus voilà, dans les prochaines minutes. Mais d'abord, je vais demander peut-être à Manon de nous présenter Talk, et puis ensuite, Jess, tu présenteras Junon aussi. Ouais, merci beaucoup Anne. Du coup, Talku, c'est un univers, c'est pour ça qu'on dit Talk Univers, pour libérer la parole autour de la sexualité, parce que j'avais constaté que, pas tout seul, hein, mais que le premier problème dans la sexualité, qu'elle se passe bien ou parfois qu'on ait des petits problèmes, c'est juste d'en parler. En fait, même quand tout va bien, on a énormément de mal à dire exactement pourquoi dans une relation, qu'est-ce qu'on a aimé, comment, etc. Et de le partager sans qu'il y ait de petits ricanements ou la peur du jugement. Et encore plus évidemment quand il y a des problèmes. Du coup, comment libérer cette parole? Et pour l'instant, ça commence par Talk Podcast, où j'interroge des entrepreneurs, alors au sens large, hein, entrepreneurs, influenceurs, artistes, réalisatrices par exemple, sur la sexualité et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur a donné envie. Voilà, comme Kenza, je vais bientôt peut-être te demander, t'interroger indirectement parce que tu traites de ce sujet-là. Avec plaisir. Voilà, qui se cache derrière ces produits ou ces services des gens qui pensent la sexualité d'aujourd'hui et de demain. Talk Univers, c'est aussi un store, un concept store où je sélectionne, alors pas toute seule encore une fois, mais principalement des produits qui permettent de libérer cette parole. Donc ça peut être autant des sextoys que des lubrifiants, que des livres, que de la décoration, que de l'art ou des petits produits d'artistes, des petites réalisations d'artistes. Parce que voilà, encore une fois, les sex shops, le love shop, ça me dérange pas du tout, au contraire, mais il y a tellement de choix que du coup, il faut s'assurer de leur qualité. Et aussi, il n'y a pas que ces produits-là pour libérer cette parole et tout le monde n'a pas envie de commencer par la même chose. Donc voilà pourquoi Talk Podcast et Talk Store pour l'instant et bientôt des événements organisés par Talku. Pour l'instant, c'était un premier webinaire sur la masturbation avec Camille Bataillon et puis là, on est un peu occupé avec les Self-Love Days. Donc voilà, mais sinon, le côté éducation va vraiment plus se développer du côté de Talk Univers. Voilà. Trop bien, merci Manon. Et maintenant, Jess, peut-être que tu peux nous présenter en 2 mots le collectif Junon. Oui, alors on a un collectif qui date de 2014, donc ça commence à faire un petit peu. De base, c'était un projet étudiant, c'était notre projet de fin de diplôme avec Clem. On était en licence Infocom et puis on devait faire un sujet sur un sujet qui nous intéressait. Donc on s'est dit pourquoi pas parler de sexualité, tant qu'à faire. Autant mêler l'utile à l'agréable. Et donc on a lancé au début une plateforme qui passait par le biais d'un site participatif où on parlait de sexualité et de plaisir féminin, on va dire ça. Enfin, pour le début, c'était ça en tout cas. Et du coup, on recevait des articles, on en écrivait, autant sur des moyens de contraception, sur des choses qui avaient un lien avec le corps, les hormones, le cycle, la sexualité, et puis tout le temps un côté culturel et artistique. Du coup, ça a continué un petit peu, ça s'est étendu par les réseaux sociaux en créant une communauté, et on a lancé il y a maintenant 2 ans un magazine qui s'appelle Hystérique, qui est en collaboration avec plusieurs artistes et toujours sur la thématique un peu plus large que le plaisir féminin, plutôt du plaisir en général, de la sexualité et des corps et du genre. Donc voilà, ça nous a ouvert aussi à tout ce qui est féminisme. Et du coup, voilà, on fait ces magazines, on organise des événements et on essaye une fois de plus de libérer le discours autour de la sexualité et du plaisir. Voilà.
Trop bien, merci beaucoup. Alors moi, je vais vous présenter en 2 mots Gapian. Gapian, donc on a lancé cette plateforme il y a quelques mois avec mon associée Marine, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, un petit peu comme les filles, déjà il y avait pas vraiment, il y avait de plus en plus de comptes qui libéraient la parole sur le sujet, mais on trouvait qu'il n'y avait pas encore vraiment d'endroit, en tout cas à nous qui nous plaisait, pour se renseigner et acheter des produits, que ce soit intimes ou pour le bien-être intime ou pour le bien-être sexuel. Et du coup, on s'est dit, créons ce qu'on aimerait voir, en fait, ce shop, cette plateforme, avec des produits qui soient autant, donc des produits qu'on pourrait peut-être retrouver normalement en parapharmacie ou en pharmacie. Donc, je pense par exemple aux huiles intimes ou à tout ce qui est évidemment huile naturelle ou voilà, des produits plus peut-être ou des tisanes pour aider lorsqu'on a des règles douloureuses. Donc, tout ce genre de choses jusqu'au, bien sûr, après, des objets plus plaisir. Donc, on a aussi des masseurs clitoridiens, par exemple, et on s'est dit, mettons tout ça, en fait, sur une plateforme qui est vraiment entre la parapharmacie, pour le coup, et le sex shop un peu traditionnel qui sont quand même un peu connotés. Et en même temps, on a lancé donc aussi en parallèle de ça donc une partie qu'on appelle The Gapianist, qui est beaucoup plus orientée conseils sur l'intimité, sur la sexualité. On interviewe des experts dans leur domaine. Voilà, ils viennent, ils donnent des conseils à notre communauté, ils écrivent des articles, on fait aussi des masterclass et voilà. Et donc là, les Self-Love Days rentrent aussi dans ce contexte de libérer la parole, s'éduquer tous ensemble et tous et toutes. Et voilà, donc on est très contente d'être avec vous pour cette deuxième session. Avant de laisser la parole à Kenza, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Non, pas trop, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, à dialoguer. Il y aura donc Jess et Manon qui vont reprendre les questions, être sûr que on nous les pose bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Et puis maintenant, je te laisse la parole, Kenza. Bienvenue. Pardon, Anne, juste pour préciser, du coup, alors si vous écrivez dans le chat, c'est anonymisé, enfin on voit juste vos prénoms. Et si vous écrivez dans l'onglet questions, ça sera accessible que juste pour nous et du coup on posera la question, mais en tout cas ça sera vraiment anonymisé. Et voilà, c'est les deux différences pour poser des questions. Ouais, tu as raison de le préciser. Merci beaucoup. Écoute, maintenant, Kenza, à toi la parole. On va dire au revoir aux filles. On vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Et donc, déjà, bienvenue avec nous. On est très contente de t'avoir, comme je le disais. Et peut-être que tu peux commencer en te présentant et en présentant un peu ton projet To All the Mamas. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de cette invitation. Je suis hyper contente d'être avec vous ce soir. Je trouve que les sujets que vous défendez sont hyper importants, toutes les trois. Donc, un grand bravo pour tout ça. Donc, moi, je m'appelle Kenza, j'ai 32 ans. Je suis maman, j'ai 2 filles de 2 ans et 9 mois. Et donc, j'ai créé TALM, donc, qui est l'acronyme de To All the Mamas, qui a pour mission d'accompagner les femmes avant, pendant et après la grossesse à travers une ligne de soins dédiée au corps, donc à la peau, mais également à leur intimité. Donc, qui adresse la période de la conception, de la grossesse et du postpartum. Et en parallèle, donc j'ai créé cette page Instagram qui s'appelle To All the Mamas en amont du lancement. Le lancement est prévu donc pour le mois de mai, qui réunit des témoignages de femmes autour de leur expérience de la maternité. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir libérer une parole qui est sans tabou sur ce que peut représenter la maternité et sortir un peu de cette posture de sacralité de la femme enceinte, du fait d'être mère, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions autour des femmes. Je suis désolée, j'ai deux bébés avec moi, donc il y aura un petit peu de bruit. Pardon pour ceux qui nous écoutent. C'est aussi la réalité d'être maman. Donc, j'ai un mari très gentil qui s'en occupe. Voilà. Donc, en fait, voilà, ce qui m'importe énormément, c'est de pouvoir vraiment libérer la parole autour de tous ces discours de femmes et de mères ou de futures mères.
Et alors, et j'imagine que le projet du coup de To Old Mamas a commencé peut-être, est-ce qu'il a commencé lors de ta grossesse ou un peu en amont? Comment en fait tu t'es dit, bah, j'ai besoin de créer en fait cette plateforme. Voilà, je pense qu'il manque quelque chose et ce serait intéressant de donner la parole aux femmes aussi, puisque tu donnes justement sur ton blog la parole aux femmes. Comment ça t'est venu en fait cette idée? En fait, effectivement, c'était lors de ma première grossesse, donc en 2018. Pendant tout ce cheminement, j'ai trouvé déjà d'une part l'accès à l'information assez compliqué. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup d'informations disponibles et j'ai trouvé ça difficile de pouvoir finalement naviguer dans cette information et de comprendre en fait ce qui pouvait vraiment être pertinent pour moi. Et j'ai eu aussi envie, à l'époque, j'avais presque personne autour de moi qui était maman. Et donc, j'ai eu besoin très vite d'aller à la rencontre d'autres mères et d'autres femmes pour demander des conseils, essayer de comprendre si mes ressentis étaient normaux. Et le terme de normalité, finalement, est assez étrange quand je le prononce aujourd'hui, mais vraiment un besoin de confronter en fait mon expérience avec celle des autres. Et puis, j'ai été ravie de voir que très vite, il y a plein de choses qui sont arrivées. Des podcasts qui parlaient de maternité, qui m'ont accompagnée, beaucoup d'initiatives, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve que les choses vont vraiment dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'en 2018, c'était pas du tout encore le cas. C'était hier, et pourtant, voilà. Et donc, cette envie, en tout cas, de créer To Old Mamas est vraiment née de cette expérience-là, donc de cette première grossesse. Ok, bah ouais, je comprends totalement et c'est vrai que maintenant on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de comptes sur le sujet, mais au début il n'y avait pas grand-chose. Je crois qu'il y avait Bliss Stories, ça fait le podcast Bliss Stories, je pense que tu connais, qui existe depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'en tout cas des comptes aussi beaux que le tien et aussi avec des témoignages, je pense, qui sont vraiment pluriels. Enfin, il n'y en avait pas énormément. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est vrai que quand tu parles de Bliss, c'est vraiment pour moi la référence du point de vue du podcast de la maternité. Et Bliss, tu vois, je me rappelle avoir écouté les premiers épisodes en septembre 2018. J'ai accouché en août. Donc, tu vois, tout ça, pendant l'expérience de la grossesse, n'était pas disponible. Je me retrouvais dans des forums obscurs. C'était très anxiogène. Et du coup, je suis ravie en tout cas d'avoir ton retour sur To Old Mamas. Et effectivement, j'ai beaucoup aussi de contacts directs avec des femmes qui m'écrivent pour me dire qu'elles ont été touchées, émues, qu'elles se reconnaissent. J'avais par exemple publié un témoignage sur la fausse couche qui avait fait beaucoup enfin voilà, qui avait suscité beaucoup de réactions. Et donc, je suis ravie de voir que tout ça peut faire écho auprès d'autres femmes. Oui, bah, carrément. Moi, je trouve que ce qui est vraiment bien dans ta plateforme, c'est que je trouve que on connecte vraiment avec les femmes que tu interviews et on arrive à rentrer dans leur intimité par ces articles. Je trouve qu'ils sont très très bien faits, tes photos sont très très belles, donc voilà. Merci beaucoup. Revenir un petit peu, parce que tu en as un petit peu parlé et c'est vrai que bah, moi j'ai pas d'enfant, voilà, je suis pas sûre de vouloir en avoir un jour ou je ne sais pas, on verra où est-ce que la vie me mène, mais c'est un changement qui est tellement dans une vie, dans la vie des personnes qui choisissent d'avoir des enfants, c'est un changement total et je pense que particulièrement pour nous, dans notre tête, dans notre corps, comment en fait toi tu as appréhendé ces changements et quels sont les témoignages aussi que tu as recueillis là-dessus? Comment est-ce que peut-être en faisant jouer de la sororité, en fait, comment tu t'es sentie entourée? C'est une super question. En fait, en effet, je crois que c'est le plus grand bouleversement qui m'a été donné de vivre, pour être tout à fait honnête. D'une part, c'est un bouleversement hormonal, un bouleversement de vie, quelque chose qui est vraiment pour moi une projection dans un futur qu'on maîtrise pas du tout. Et en tout cas, vraiment, ce que j'en ai retenu, c'est de se faire confiance finalement, parce que sur la maternité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'universel, donc tout le monde va avoir un avis à donner, un conseil, parfois même non sollicité. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Bien sûr, c'est un état qui suscite beaucoup d'inquiétude, en tout cas de questionnement, et qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on recherche des informations à son sujet et qu'on se documente. Mais je crois que ce qui est très très important, c'est de pas oublier qu'on a une intuition qui est très forte, qui n'est pas forcément une intuition féminine, qui peut être aussi une intuition parentale de façon beaucoup plus large. Et donc pour moi, ce qui a été très très important, c'est de m'entourer en fait de professionnels ou de personnes que j'avais choisies, en qui j'avais confiance et qui me faisaient du bien. Ça, c'est la première chose.
chose. Et je crois que c'est quelque chose qui est d'autant plus important dans le postpartum, qui pour moi est quand même en train de sortir du placard grâce notamment au travail d'Ilana Weitzman ou de Macha s'explique notamment, qui ont vraiment permis, en créant le hashtag Mon Postpartum, de soulever tout un tabou assez important à cet endroit. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, OK, comment on va adresser la santé de la femme, son état mental et corporel à ce moment-là de sa vie, d'une manière qui soit honnête et non culpabilisante. Et pour moi, le conseil, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui peuvent nous accompagner dans cette transformation, dans cet état de vie qui est quand même assez particulier. Donc, ça peut être effectivement le choix d'une sage-femme en qui on a confiance. On n'est pas obligé de choisir un professionnel juste parce qu'il est géographiquement proche. On peut aussi décider finalement de faire presque un casting en fait pour son projet de grossesse. On peut aussi se tourner vers des médecines alternatives. On peut aller voir une kinésithérapeute pour faire de la rééducation périnéale, une amie ou une connaissance qui nous fait du bien. Si on n'a pas d'amis mère, aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc, on parlait de Blistories, par exemple. Ça, c'est un super moyen d'avoir accès à l'information non filtrée. C'est important. Il y a aussi des groupes de parole qui se créent. Moi, par exemple, je fais partie d'un groupe qui est juste incroyable, qui s'appelle le Loma Club, qui a été fondé par quelqu'un qui s'appelle José Farafar et qui permet en fait aux mères de parler de sujets spécifiques. Voilà, donc c'est en tout cas, ce que je conseillerais aux femmes qui vont traverser ce moment-là de vie, cette transformation de vie. Ok, trop intéressant. Et du coup, j'en profite pour faire le lien. Merci pour tous les noms que tu as cités. Et je pense que les filles vont vite chercher et mettre les liens dans le chat. Et puis, j'ai vu une petite question aussi qui était quelles sont tes recommandations peut-être de podcasts ou de comptes Insta? Donc, tu en as cité quelques-uns déjà, hein, Macha explique. Si tu penses à d'autres. Oui, bien sûr. On déroule les questions. Ça dépend. Alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, finalement, la maternité, c'est un peu un grand sac dans lequel on met plein d'idées, plein de choses. Il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que est-ce qu'on est une femme qui est en train de se poser la question d'une potentielle grossesse, d'une potentielle de devenir mère. Donc il y a pas mal de sujets qui existent et notamment autour de la conception at large. Donc je conseillerais effectivement des podcasts comme Blistories et comme La Matrescence, qui sont très très intéressants et qui adressent notamment le sujet de la PMA en cas de difficulté de conception. D'autres comptes que je trouve intéressants, alors qui sont pas forcément des comptes qui sont liés à l'information stricto sensu d'un point de vue médical, mais il y a une marque que je trouve extraordinaire qui s'appelle Tajine Banane, qui est vraiment en train de démocratiser aussi l'accès à l'information sur le fait d'être mère, d'être parent, et qui a plus une approche qui est familiale plutôt que celle qui est celle, en fait, la posture classique de la femme qui devient mère. Pour moi, en fait, it takes a village. C'est pas juste une femme qui a un projet de grossesse, c'est un peu tout ce qui va se mettre en place autour d'elle. Et donc, je sais que Tajine Banane, c'est vraiment une marque amie, en tout cas une marque que je respecte énormément et qui peut être aussi une super source d'information un petit peu plus ludique, un peu plus sympa. Et bien évidemment, tout le corps médical qui est hyper important. Alors, les bruits que vous entendez, c'est ma fille qui est en train de manger et qui souffle sa purée sur son père. Donc, je peux pas vous montrer malheureusement. Mais elle s'éclate. Donc, ouais, quand je vous disais que c'est pas que la maman, là, le papa, il est en train de bosser. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre comme site? Après, il y a des bouquins qui sont top. Et d'ailleurs, sur la page de Bliss, si vous allez sur le compte de Bliss Stories, je crois qu'elle a fait une story à la une où il y a tous les livres qu'elle recommande sur la grossesse. Et particulièrement, donc là, c'est un petit clin d'œil au collectif Junon. Il y a un livre qui est extraordinaire qui s'appelle Le guide de la grossesse féministe, qui est assez cool. Donc, pour les femmes qui sont enceintes, qui nous écoutent, je vous le recommande, il est hyper chouette. Trop bien, on adore. Et du coup, tu as un petit peu parlé de ton compagnon, enfin du père de tes enfants. Et c'est vrai, comment est-ce que lui, il t'a accompagné là-dedans? Est-ce que c'était un sujet? Et puis peut-être que tu peux nous parler des témoignages que tu as eus. En fait, les seconds parents, quel est leur rôle? Quel est le bon rôle en fait à adopter? Parce que parfois, la mère qui porte, elle
elle a plein de changements hormonaux, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis parfois, on se sent peut-être un peu déconnecté, que ce soit dans son intimité, dans sa vie sexuelle. Peut-être que tu as quelques conseils à nous donner de choses qui ont marché ou qui ont été un désastre. Je trouve que c'est une super question et j'élargirais même sur le fait que voilà, il y a aussi beaucoup de mamans malheureusement qui vont vivre cette maternité au singulier, donc ils vont pas forcément avoir de mecs ou de meufs à leur côté pour vivre tout ça. Il faut, je pense que ce qui est important en tout cas pour l'accompagnant de manière globale, c'est vraiment d'être dans l'empathie et d'essayer finalement de s'impliquer au maximum, alors que ce soit si on est évidemment en couple par tout ce qui est autonomie. Je trouve ça très intéressant de pouvoir connecter avec le bébé, avec le corps qui se transforme. Donc l'autonomie, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, c'est le fait en fait de toucher le ventre et de connecter par le toucher la main et l'enfant qui va du coup petit à petit, plus il va grandir, réagir finalement à la sollicitation du ventre de la mère lorsqu'il est touché par l'accompagnant, par le compagnon. Donc ça, je trouve ça assez chouette. En tout cas, nous, ça avait été assez merveilleux de pouvoir voir ce ventre qui grandissait avec notre enfant à l'intérieur et de partager ça en couple. Finalement, pour moi, au lieu de conseils à proprement parler, je pense que ce serait plutôt les choses à ne pas faire quand on est finalement concerné au premier plan ou au second plan. C'est finalement tous les conseils non sollicités. Je trouve ça assez incroyable. Dès lors où on est enceinte ou qu'on devient parent, le nombre finalement de conseils que l'on va recevoir qui ne sont pas sollicités. Et ça pour le coup, je trouve ça assez intrusif. C'est généralement assez bienveillant, mais finalement, ça peut être vraiment une source de stress sur les choix qu'on va faire. Il y a beaucoup d'injonctions liées au fait d'allaiter ou de ne pas allaiter. Donc le mode d'alimentation, la façon dont on va élever, éduquer, nourrir, porter son enfant, les choses que l'on va manger. C'est déjà un moment qui est assez compliqué. On va apporter un poids qui est assez important. Forcément, on est le réceptacle de vie de cet enfant. Donc sur l'alimentation, sur la façon dont on va finalement vivre tout ce moment-là de la grossesse. Donc, je pense que ce qui est très, très important, c'est finalement, tu disais des choses qui sont vraiment peut-être à éviter. C'est donner un avis qui n'est pas sollicité, qui peut parfois être assez difficile à entendre, surtout quand hormonalement ou physiquement on est assez fatigué et éprouvé ou angoissé, parce que ça peut être aussi un grand moment d'angoisse. Ne pas juger, ne pas émettre d'avis ou de conseils. Demander, ouais, c'est vrai que c'est un très bon conseil. Et je pense aussi, peut-être que quand on est dans la situation de devenir parent, que ce soit accompagné, seul ou quoi, peut-être qu'on peut aussi se protéger en disant, écoute, ça me fait pas du bien ce que tu me dis. Je préfère qu'on parle d'autre chose. Et peut-être aussi, j'élargirais même à toutes les femmes ou à tous les couples, ne pas demander à quelqu'un quand est-ce qu'il va avoir un enfant ou quand est-ce qu'il pense au premier ou au deuxième ou au troisième. Ce genre de questions, il faut vraiment qu'on arrête de les poser, quoi. C'est important. Ouais, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en fait dans la vie des gens. On ne sait jamais ce qui se passe, et puis c'est comme tu disais très justement, on peut aussi ne pas avoir, envie finalement de passer par la case parent pour se réaliser et être bien aussi dans sa vie. Donc je trouve ça important de cesser avec toutes ces injonctions qui sont liées à la maternité de manière générale. Je suis totalement d'accord. Et je voulais te parler aussi un petit peu de sexualité et comment est-ce qu'on fait pour déjà peut-être s'approprier son corps qui change pendant la grossesse, mais aussi comment se rééduquer en termes de sensations après un accouchement, comment on fait pour se reconnecter en fait avec sa sexualité, que ce soit avec soi-même, avec un partenaire. C'est une super question, Anne-Cécile, et je pense que c'est pour moi la question qui est encore hyper tabou. J'en parlais il y a quelques mois quand j'étais en train de finir ma rééducation justement postpartum avec ma kiné, et qui me disait qu'il y avait même certaines patientes qui n'osaient pas du tout aborder ce sujet, soit de la sexualité, soit du corps qui change. Et en effet, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'avant, il y a l'après. C'est-à-dire que qu'on choisisse finalement d'accoucher par voie basse ou par césarienne, forcément, il y a de toute façon quelque chose qui se passe au niveau du corps où l'utérus va énormément grandir. Et il y a en fait un ensemble de muscles qui est hyper important et qui est vraiment au cœur du problème, entre guillemets, c'est le périnée. Le périnée, je ne sais pas si vous êtes un peu familière avec
Enfin, je suis pas du tout médecin, je suis pas une pro, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi la découverte liée à la grossesse et à la maternité, c'est que j'avais jamais entendu parler de périnée. Et d'un coup, on est enceinte et on se dit, oh, attention, le périnée, cet ensemble de muscles, c'est comme une sorte de petit hamac, en fait, qui va vraiment soutenir le corps, les organes. Avec la prise de poids, va devenir extrêmement sollicité. Et avec le passage d'un enfant, forcément, va se distendre pour permettre, en fait, au corps de réaliser tout ça. Et donc, finalement, notre sexualité, notre continence aussi, elle est liée à cet ensemble de muscles. Donc, c'est un muscle qui est hyper important et dont on prend vraiment conscience à ce moment-là de sa vie. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ce qui a été super, en tout cas, c'est que j'ai eu une sage-femme qui m'a vraiment conseillé de préparer les tissus en fait au passage du bébé. Donc en fait, il faut savoir que quand on va accoucher par voie basse, les tissus vont être extrêmement sollicités et il faut les assouplir au maximum pour éviter ce qu'on appelle des déchirures qui peuvent justement donner lieu à des problématiques, en tout cas des besoins on va dire de rééducation plus importants. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est masser le périnée. Donc, par exemple, il y a des choses extrêmement simples qu'on peut mettre en place. C'est faire des massages à base d'huile d'amande douce, tout simplement. Donc, finalement, en se massant. Donc, le périnée, ça se situe vraiment dans le vagin. Donc, on va commencer à se masser pour essayer d'assouplir au maximum. Je crois que c'était à partir de, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 35-36 semaines aménorrhée de grossesse. Donc, c'est vraiment vers la fin, en tout cas, de la grossesse qu'on peut commencer à réaliser tout ça. Et ça va vraiment permettre d'une part de se rendre compte qu'on a cet ensemble de muscles dans son corps, d'en prendre conscience. Et donc, c'est une super préparation à l'accouchement. Et dans le postpartum, en effet, il se passe un truc assez incroyable, c'est qu'on fait passer un enfant, on fait sortir un enfant par voie basse. Donc, c'est quand même assez incroyable. Le corps fait quelque chose de fou, mais c'est vrai qu'on se retrouve finalement de manière assez brutale, avec un ventre vide, avec des tissus qui sont hyper distendus, un corps qui va saigner, je pense, entre 4 et 6 semaines. Et donc là, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Pardon ? Non, je disais, et ça, on ne nous le dit pas non plus, en fait, que c'est aussi long. On dit, en fait, alors je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certains professionnels qui disent on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas faire peur. Bon, en même temps, l'information, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut aussi nous expliquer finalement les choses et décider si on veut en savoir plus ou pas. Mais en tout cas, c'est la réalité. On se retrouve donc à la maternité avec un ventre encore assez grand, assez enflé, tout vide, tout mou. Avec ce qu'on appelle les lochis, donc vraiment des saignements hyper abondants, avec un slip filet, enfin c'est vraiment hyper glam. Hein. Donc toutes les photos qu'on voit, etc. sur ces super nanas avec le broche, les ongles faits, un grand bravo à elle parce que vraiment c'est pas du tout ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, tout simplement, en France, c'est quand même assez magique. J'ai une petite fille qui vient me voir. On a accès, en fait, gratuitement à la rééducation postpartum. Et donc, qu'est-ce que c'est la rééducation postpartum ? C'est la possibilité d'aller consulter un kiné ou une sage-femme qui va nous permettre de nous réapproprier notre intimité. Et donc, le périnée pour retrouver de la tonicité et essayer de récupérer finalement des sensations et de pouvoir reprendre une vie sexuelle, une vie sportive également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question aussi de quand est-ce qu'elles vont pouvoir recommencer à courir, quand est-ce qu'elles vont pouvoir recommencer à faire de l'exercice. Tout ça, c'est lié à cette rééducation. Et donc, je crois que cette rééducation-là, les professionnels la recommandent généralement à partir de 6 semaines après l'accouchement. C'est variable en fonction de comment l'accouchement s'est passé, évidemment, mais généralement, c'est 6 semaines. Ok, mais c'est hyper intéressant. Et justement, j'en profite pour rebondir. C'est vrai qu'il y a Jess qui pose cette question. Quelles sont les choses que tu ne savais pas et que tu aurais pas voulu, que tu aurais voulu savoir, avant ta grossesse? Parce que très souvent, comme tu disais, on est un peu laissé dans l'obscurantisme, mais c'est en faisant des recherches. Complètement. Honnêtement, j'avais un peu l'impression d'être des trucs très très bêtes, hein, mais je savais pas que le ventre ne revenait pas directement. Ce qui paraît stupide hein, quand je le dis maintenant et vu l'accès à l'information aujourd'hui. Mais en effet, je m'étais pas posé la question. Je pensais que j'allais remettre un petit legging, et que mon ventre, même s'il allait être mou, allait se remettre à sa place. Donc c'est pas du tout ça parce que l'utérus prend beaucoup de place et avant de revenir à son état initial, ça peut mettre du temps. Je savais pas aussi que
quand on choisit d'allaiter son enfant, il y a un phénomène qui s'appelle les tranchées. Donc, c'est un terme qui vraiment est hyper sexy. Les tranchées, et ça porte bien son nom, c'est en fait un mécanisme du corps. Quand on va donner le sein à son bébé, l'allaitement va provoquer des contractions à l'envers. C'est-à-dire que l'utérus va revenir à sa place. Et donc, chaque prise de sein vient, en fait, comme des décharges électriques, remettre l'utérus à sa place de manière hyper dynamique et finalement facilite le travail de récupération postpartum. Et ça, c'est hyper douloureux. Et ça, je ne savais pas. Donc, pareil, c'est des moments d'inquiétude où on se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce que c'est la fatigue? Et finalement, pour moi, l'accès à l'information n'est pas du tout une source d'inquiétude. Au contraire, elle m'aurait permis d'éviter des moments d'angoisse en tant que jeune mère. On se retrouve à la maternité. En tout cas, moi, dans ma maternité, le papa n'avait pas le droit de rester pendant la nuit. On se retrouve à gérer un nourrisson dont on ne sait pas forcément s'occuper, avec des douleurs dont on ne savait même pas qu'elles allaient venir après l'accouchement, parce qu'on se focalise beaucoup sur l'accouchement. De manière générale, je trouve qu'il y a un accompagnement extraordinaire pour la femme enceinte, qui est vraiment vénéré. En tout cas, voilà, en tout cas, on a beaucoup d'attention pour les femmes enceintes, le ventre qui s'arrondit. Une fois que le bébé est là, je trouve ça très compliqué parce que finalement, et de manière assez normale, on porte de l'attention au bébé, mais on devrait aussi, de manière normale, porter de l'attention à la mère, qui a besoin d'accompagnement d'un point de vue de sa santé mentale, de sa santé physique, qu'on lui explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Je trouve que c'est super qu'on puisse parler de sexualité ce soir et surtout de sexualité pendant la grossesse ou pendant le postpartum. C'est un énorme tabou. Il faut savoir que quand on est à la maternité, quand on vient d'accoucher, donc généralement en hôpital public, on reste 2 à 3 jours, si tout s'est bien passé. Et bon, ça, c'est quand même super. Le personnel médical va très vite poser la question de la contraception. Quel mode de contraception vous choisissez ? Et en effet, c'est fait pour justement que la femme n'ait pas à se préoccuper d'aller demander une contraception à son gynécologue alors qu'elle est avec un nourrisson à la maison. Donc, c'est une bonne chose. Mais finalement, cette question-là, elle intervient alors qu'on est encore dans un état de bouleversement assez important. Et tout de suite, elle pose la question de la sexualité. Une contraception, alors déjà, je n'avais même pas pensé à reprendre... Enfin, en fait, on vient de devenir mère, on vient d'accoucher, et là, la question de la sexualité se pose. C'est quand même hyper brutal, c'est assez violent, quoi. Et du coup, il y a une injonction presque un peu qui vient derrière. Ah, mais quand est-ce que je dois reprendre ma vie sexuelle? Mon Dieu. Et à qui on la pose cette question? Et à qui on en parle? Et donc, tout de suite, enfin voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Et évidemment qu'il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de timing. C'est chacun, finalement, appréhende ce sujet comme il le sent. Il faut absolument pas se forcer et il n'y a pas d'injonction, en tout cas, à cet endroit-là. Mais ça peut être assez déroutant. Oui, complètement. En tout cas, merci beaucoup de partager ton expérience parce que je pense que ça rassure aussi énormément de savoir qu'on n'est pas seul et que c'est normal de passer par ces étapes parce que je pense que c'est très récent, en fait, que le corps médical et les sciences peut-être plus holistique aussi, commence à démocratiser beaucoup plus la parole. Et comme tu disais, toi, tu as commencé ton blog parce qu'il n'y avait pas d'informations. Donc, je trouve ça génial, en fait, que tu puisses en parler comme ça, vraiment très ouvertement, en le reliant à ton expérience. Alors, on a eu une question. Oui. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que, bon, tu n'es pas une professionnelle de la santé, du moins, il ne me semble pas. Peut-être que tu as un diplôme que tu as oublié de mentionner. Mais peut-être que tu as eu des retours d'expérience sur comment, avec des conseils pour les femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques et dont la fécondité est impactée. Je ne sais pas si tu as... Tu as coupé, Anne-Cécile, et dont là, je n'ai pas entendu la fin de la question, et dont là... Et dont la fécondité est impactée. Donc, les ovaires polykystiques dont la fécondité est impactée. Et si tu n'as peut-être pas de réponse comme ça, est-ce que tu as peut-être un compte à nous conseiller ou voilà, peut-être que tu connais un compte de sage-femme ou je ne sais pas, qui pourrait peut-être orienter cette personne? C'est une super question. Alors, je pense qu'en effet, c'est un syndrome en tout cas, dont j'ai entendu parler, en effet, avec les femmes que j'ai rencontrées. Ce qui est important, je crois, c'est vraiment d'être accompagnée. Et d'ailleurs, j'invite la personne qui a posé la question à suivre un des prochains témoignages que je vais publier sur To All the Mamas. C'est une personne, justement, qui était atteinte de ce syndrome-là et qui raconte son parcours de PMA.
donc PMA qui veut dire la procréation médicalement assistée. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de trouver un professionnel en qui on a confiance, avec qui on est à l'aise, donc un professionnel safe, qui va nous permettre finalement d'adresser nos questions, nos préoccupations, et qui va nous guider finalement dans ce parcours. Alors je suis pas effectivement médecin, donc je laisserai finalement cette personne vraiment aller consulter un gynécologue ou un professionnel en tout cas en qui elle a confiance, mais selon ce degré en tout cas de problème de fécondité, je pense qu'il est important de mettre en place finalement un réseau de solutions, que ce soit finalement un booster de grossesse, de conception naturelle, un parcours de FIV. Aujourd'hui en France, on a la chance, en tout cas pour les personnes, malheureusement c'est très restreint, aux personnes qui sont en couple et donc hétérosexuelles, d'avoir accès à ce type d'accompagnement. Ça n'est pas le cas pour les personnes homosexuelles ou les femmes seules. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui peuvent, il y a vraiment des très très bonnes solutions qui existent, en tout cas sur la PMA. Et donc, je conseillerais vraiment à cette personne de se renseigner, en tout cas sur un professionnel en qui elle aurait confiance pour entamer un parcours de procréation médicalement assistée. Je ne sais pas si je réponds bien à sa question, mais sinon, elle peut aussi me contacter sur le compte de Talm pour que je puisse lui recommander éventuellement une liste de médecins qui m'ont été recommandés par des femmes concernées par ce problème. Il n'y a aucun problème. Je peux tout à fait la mettre en relation. Et ben, je pense que c'est génial. Ça répond plutôt à la question. J'ai juste une autre précision, Anne-Cécile, excuse-moi. Ouais. Il y a aussi un terme qui est en train en tout cas un type d'accompagnement qui n'est pas un accompagnement médical, mais qui est un accompagnement mental. Et finalement, le mental est extrêmement important aussi dans cette période où on veut devenir mère, on veut tomber enceinte. C'est le terme de doula. Doula, en fait, ce sont des femmes qui accompagnent des patientes, des femmes, dans leur parcours, soit de fertilité, de grossesse ou de postpartum. Et il y a notamment une femme qui est incroyable qui s'appelle Lisa. Donc son compte Instagram, je crois que c'est Lisa Doula Paris, et qui est spécialisée en accompagnement fertilité. Donc elle peut aussi tout à fait la contacter si besoin. Et elle est elle-même passée par un parcours de PMA. Donc je pense que ça peut être intéressant pour elle de la contacter. Ok, et ben super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Maintenant, je voulais juste parler un petit peu, parce que tu lances ta ligne du coup de produits. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous parler des produits que tu as trouvé qui manquaient en fait sur le marché, sans, je ne sais pas à quel stade tu en es, donc je ne te demande pas de nous révéler quoi que ce soit ce soir, mais peut-être est-ce que tu as peut-être des petits exemples à nous donner, ou des choses qui tombent un peu sous le sens, et des produits qui ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui, en tout cas pour toi qui n'étaient pas pratiques à utiliser. Oui, bien sûr. Donc en effet, moi ce que j'ai voulu en tout cas adresser, donc là le lancement arrive donc le fin mai, donc le 30 mai, donc j'ai hâte. Le premier trio de produits, ça va vraiment adresser les premières problématiques liées à la maternité et au corps qui va à la fois s'étendre et se distendre, et donc le besoin finalement d'accompagner ce bouleversement. Je crois vraiment très très fort en fait au principe qui est assez écologique finalement, de faire un produit qui fait plein de choses à la fois. Donc j'ai voulu créer en tout cas une ligne extrêmement performante, sécuritaire pour la femme enceinte et la femme qui décide d'allaiter son enfant, parce qu'on va partager forcément beaucoup de fluides en commun, donc il faut impérativement qu'on continue à veiller à son alimentation, aux produits cosmétiques qu'on va mettre sur son corps. La performance, la rigueur, le plaisir, pour moi, ça reste aussi important. C'est pas parce qu'on devient mère ou qu'on est jeune maman qu'on doit forcément être dans uniquement le fonctionnel. Le parcours est déjà extrêmement médicalisé. C'est chouette aussi de pouvoir avoir accès à des textures, à des odeurs qui, dès lors qu'elles sont hyper sécuritaires, peuvent nous faire plaisir. Et aussi un principe de responsabilité où vraiment la marque s'engage au respect de la planète et au respect des hommes, donc dans la façon dont on a de travailler avec nos fournisseurs, avec l'ensemble des personnes qui composent le projet, dans un respect donc de la planète et des hommes. Talm, le premier trio, c'est vraiment une huile, un baume et un sérum. Et ces trois produits peuvent tout faire. Ils peuvent accompagner finalement la femme qui est en parcours PMA, qui doit faire hyper attention à ce qu'elle va se mettre sur la peau, qui va déjà, avec la stimulation hormonale, avoir finalement des réactions de sécheresse cutanée.
la grossesse qui va être aussi un énorme bouleversement hormonal. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de nausées, de tiraillements, qui ont peur des vergetures, qui vont avoir besoin finalement d'hydratation, et la jeune maman qui manque cruellement de temps, parfois même pour juste prendre une douche de 5 minutes, parce qu'elle est constamment sollicitée par son nouveau-né. Donc, j'ai vraiment voulu apporter une solution à travers ces produits, ce premier trio qui va vite être complété par d'autres produits d'ici la fin de l'année 2021, avec des produits qui soient simples, extrêmement rassurants du point de vue de la formulation et de la composition. L'ensemble de la gamme, d'ailleurs, est certifié Cosmos organique, mais en même temps qui puisse être respectueux de l'environnement et avec des packaging et une esthétique qui soit désirable. Dans un moment où on a vraiment aussi envie d'être considérée comme une vraie personne et pas juste une femme parce qu'elle devient mère qui devient un cliché de la consommation. Et ça, je trouve que c'était assez introuvable, en tout cas au moment où moi j'étais mère. Donc voilà. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que très vite, la marque va en fait va être complétée avec des produits qui vont adresser l'hygiène intime et notamment la santé périnéale. D'ailleurs, j'ai un comité scientifique qui m'accompagne dans l'ensemble de la formulation et du développement des produits de la marque, avec notamment une kinésithérapeute spécialisée en santé périnéale, qui va m'aider, donc qui est en train de m'aider à finalement finaliser ce développement de produit pour la santé intime. C'est génial, j'ai tellement hâte de les découvrir. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu as partagées. Donc, on a trop hâte de voir ça et d'en savoir plus. Je vois que l'heure tourne. Alors, il y avait peut-être une dernière question qu'on n'a peut-être pas adressée. C'était quel conseil peut-être pour appréhender donc les effets secondaires quand on vit une grossesse, donc les nausées, les douleurs, etc. Si tu as des petits conseils là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, je pense que ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'il y a autant de grossesses que de femmes sur Terre, de façons de vivre sa grossesse, que ce soit les symptômes qu'on dit indésirables de la grossesse, donc comme les nausées, les tiraillements. Ça peut être aussi finalement, et on en parle assez peu, et d'ailleurs, je vais publier prochainement un article sur ça, sur finalement la possibilité de faire des dépressions prénatales et postnatales. C'est un grand tabou parce que la maternité est censée finalement nous donner une raison d'être, et finalement non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut être aussi extrêmement chamboulé. Comment affronter tous ces mots? Je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir les formaliser. Alors, il y a beaucoup de tabous, notamment avec le premier trimestre, où il y a beaucoup de femmes qui, forcément, vont taire leur grossesse parce qu'elles ont peur de la fausse couche, qui concerne une femme sur 4 quand même, donc c'est pas anodin. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement touchée par le post d'un compte Instagram qui s'appelle Marie Bonga, qui est un compte féministe et qui partageait finalement son expérience de la fausse couche. C'est hyper important qu'on libère la parole aussi à cet endroit-là. Donc, je dirais essayer de parler au maximum de tout ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de femmes, et ça a été mon cas, qui souffrent de nausées, de vomissements presque quotidiens au travail. Bon, là, c'est vrai qu'avec la pandémie, on travaille beaucoup plus à la maison. C'est peut-être un peu plus facile à gérer, mais formaliser. On souffre, on n'est pas bien. En parler peut-être à son entourage de confiance, à des professionnels qui vont nous permettre d'avoir des solutions. Et je t'entendais parler tout à l'heure de tisanes pour aider aux menstruations. Il y a des tisanes qui vont vraiment aider aussi à lutter contre les nausées. Écoutez des podcasts, lisez, renseignez-vous, parlez-en autour de vous et surtout écoutez-vous. Honnêtement, si vous sentez pas quelque chose, c'est que vous avez une bonne intuition. Allez consulter et parlez-en autour de vous. Ne restez pas seul à vous demander si vous êtes normal et surtout, n'allez pas faire des recherches sur des forums obscurs sur des questions que vous avez. Voilà, c'est hyper important finalement de formaliser tout ça. Voilà. Oui, et puis je pense que c'est hyper important aussi de se dire, comme tu dis, on a passé pendant trop longtemps sous silence en fait et accepté que c'était un moment où on devait souffrir quoi. Et si on ne commence pas en fait à rompre ce silence et juste à dire non en fait c'est pas normal, moi c'est pas normal de me sentir comme ça et j'ai envie de solution et d'en parler avec les gens autour de nous. En fait, ça fait avancer les choses aussi. Donc voilà, on en fait tous partie. Et pour les personnes accompagnantes, comme tu le disais, vraiment d'être à l'écoute et d'accepter et de vraiment de pouvoir soutenir dans ces moments-là. C'est très important. Exactement.
Ouais, complètement. Et je pense que tu vois, tous ces doutes-là, ils sont pas forcés parce que là, on parle beaucoup du fait de devenir mère ou d'être mère, mais il y a aussi toutes les femmes finalement qui ont entre 25 et 35 ans et qu'on va harceler de questions sur le quand est-ce que tu vas devenir mère, quand est-ce que tu vas nous faire un petit, quand est-ce que, comme si finalement leur corps était destiné à ça, voilà, depuis leur naissance. Je pense aussi à elles parce que, en tout cas, le projet Too Old Mama, c'est à toutes celles qui vont devenir mères ou qui vont penser à la maternité sans forcément le devenir un jour. Et je trouve ça hyper important, en tout cas, par exemple, à toutes les femmes célibataires qui veulent un jour un enfant, de se renseigner. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Là, je parlais encore avec une de mes amies récemment de la congélation d'ovocytes. J'ai publié d'ailleurs un témoignage là-dessus. C'est pas parce qu'on n'a pas rencontré l'âme sœur que je suis désolée, il y a ma petite, je pense, qui est en crise. Je vais devoir bientôt vous laisser parce que ça me fait trop de peine de l'entendre pleurer comme ça. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, oui, aux femmes qui nous écoutent, c'est qu'il y a plein de solutions pour devenir maman, pas forcément d'une manière conventionnelle. Là, d'ailleurs, c'est une femme qui s'appelle Clotilde qui m'a livré son témoignage qui est vraiment très émouvant sur son parcours de PMA toute seule, où elle a justement fait une congélation d'ovocytes, elle a pris un donneur et elle a eu des petits jumeaux. C'est important aussi, quoi. On a plein de solutions pour devenir maman. Il y a l'adoption aussi. Voilà, c'est pas forcément l'état de grossesse, mais on peut devenir parent de plein de manières. Et voilà, j'avais juste envie de le rappeler aussi pour celles qui sont pas encore concernées ou qui y pensent sans forcément savoir comment donner corps à leurs rêves. Complètement. Écoute, c'est un très très beau mot de la fin. Et j'entends ta fille qui vraiment est en détresse, donc on va pas s'attarder plus longtemps. Écoute, merci beaucoup Kenza. Avec plaisir. Ça a été vraiment un plaisir. Et tu vois, moi j'ai appris plein de choses. Et je trouve que c'est tellement important, voilà, d'avoir ces conversations. Donc c'est génial. Écoutez, je vous dis à toutes et à tous un grand merci. Pour ceux qui veulent, les Self-Love Days, ça continue encore donc dimanche prochain. Et là, le thème sera plus, donc on parlera de sexualité et d'exploration, donc ce qu'on a appelé sexploration. Et on vous annonce le programme très vite sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller suivre Kenza Keller et Talm sur Insta. Allez voir le blog, c'est passionnant. Et pour celles qui le souhaitent, Anne-Cécile, qu'elles n'hésitent pas à me contacter si elles avaient d'autres questions, en tout cas qu'elles ont envie d'échanger. Vous pouvez m'écrire en direct message sur Too Old Mama sur Instagram. Je serais ravie qu'on prolonge cette conversation. Trop bien. Et oui, et n'hésitez pas, que ce soit sur le compte de Gapian, Talk. En effet, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de ce soir. Si vous avez des questions, s'il y avait des sujets que vous aimeriez qu'on traite, et ce sera avec plaisir, on le fera. Merci encore, Kenza. Merci à vous. Bisous à tes filles. Ouais. Je vais aller au secours de mon mari là. Je pense que ça va trop durer. Salut les filles, merci pour l'invitation encore. J'étais super contente. Et merci à ceux qui nous